Pourquoi Greta Thunberg a convaincu? Je crois qu'elle convainc par la forme. D'une certaine manière, je crois qu'elle agit comme une performeuse. J'aurais pu le faire, ça aurait été beaucoup moins sympathique avec Donald Trump, qui ne convainc pas par son discours, et pour cause. Il n'y a pas de discours très structuré, vous en conviendrez. Mais c'est la forme qui fonctionne. Et puis après, par rapport aux questions de gauche et droite, rappelez-vous le gros feuilleton de l'été, le match entre Juliette Armanet et Michel Sardou, et la grande question de savoir dans quelle mesure la chanson est de gauche, de droite, l'artiste de gauche, de droite, etc. Quand on mêle artiste et politique, tout de suite ça fait réagir, ça enflamme. Il y a un cocktail qui allume quelque chose, qui attire l'attention et qui provoque des débats enflammés. Je crois qu'un artiste, en fait, il a ça de plus que les autres, c'est qu'il s'intéresse au bien et au mal sans trancher. C'est lui qui nous libère justement d'avoir à trancher, si je puis dire. Les artistes disent nos fantasmes, nos terreurs. S'il n'y a pas ça, les fusils sont dans la rue et la violence est dans la réalité. Merci de reprendre place. L'art est-il politique? La réponse est évidemment positive et comme nous le verrons très vite, l'art est politique depuis la nuit des temps. En revanche, ce que l'art signifie de politique aujourd'hui suscite d'immenses et passionnantes questions que nous allons traiter avec vous, Cédric. Alors, votre identité n'a pas changé depuis ce matin, mais pour ceux qui nous ont rejoints cet après-midi, je rappellerai que vous êtes mathématicien, lauréat de la prestigieuse médaille Fields, député jusqu'en 2022, et vous êtes féru, passionné de création artistique. Laurence Bertrand d'Orléac, vous enseignez l'histoire de l'art à Sciences Po Paris et vous présidez la Fondation nationale des sciences politiques. Vous êtes une grande spécialiste de la guerre dans l'art. Vous avez écrit des ouvrages, vous avez dirigé des expositions qui ont pour nom les désastres de la guerre, l'art de la défaite, après la guerre, l'art en guerre. Et s'il y a bien un terrain fécond pour l'art politique, c'est celui-ci, mais pas que. C'est ce que nous allons voir dès maintenant ensemble. D'abord, que signifie à vos yeux que l'art est politique, Laurence? D'abord, est-ce qu'il est politique? Alors, si tout est politique, l'art est également politique. Je crois l'art est particulièrement politique même, non? En tout cas, il a affaire avec la cité. Politique, le mot vient au XIVe siècle à peu près, du grec politiké. Donc, c'est la cité, tout ce qui a une relation avec la cité, avec les citoyens, les citoyennes, donc nous tous, nous toutes. Donc, à cet égard, l'art n'est pas en lévitation au-dessus de nous, il est dans le monde, dans notre monde, donc je crois qu'en effet, il est politique. Alors, le rapport à la guerre, c'est vous qui m'avez fait penser, parce que je ne limite pas mon intérêt à la guerre, mais on dit, je crois que Clausewitz dit, que la politique, c'est faire la guerre par d'autres moyens. Moi, ça, c'est... Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'art est politique de manière singulière, aujourd'hui, en 2023. Peut-être Cédric peut répondre également à cette question. D'abord, pour revenir sur le préliminaire, oui, l'art est politique. On peut donner une démonstration directe en insistant sur le fait que toute démarche artistique vient avec un regard, une sélection comme une édition des rapports qui sont dans le monde, de ce que l'on voit, de ce que l'on fait. Et donc il y a un côté mise en scène donc, qui exprime une perspective. On peut le faire de façon indirecte en constatant que le contrôle ou la censure de l'art est un classique de tout régime politique qui veut s'imposer. Je pense, pour prendre un exemple qui m'est venu tout récemment sous les yeux, le dessinateur bien très célèbre, le caricaturiste algérien Dilem, a juste cessé de faire des caricatures parce que ça devenait juste trop dangereux pour lui. Et évidemment, si le pouvoir politique est attentif à contrôler l'art quand il veut prendre de la place, c'est que l'art est politique, a un pouvoir politique. On sait bien, quand on est du côté politique, on voit bien que dans bien des cas, les politiques sont plus sensibles à une photo prise sous tel ou tel angle, une caricature,
une marionnette qui peut leur faire du mal ou qui peut leur faire du bien, beaucoup plus que la réalité de ce qui a été dit ou fait. Laurence, vous avez publié en 2022 Greta, une réflexion sur la jeune activiste suédoise Greta Thunberg. Elle est une figure politique et vous estimez que le domaine de la politique est celui d'une expression esthétique. Qu'entendez-vous par là ? Ben oui, effectivement, c'est bien qu'un praticien de la politique confirme ce qui n'est chez moi qu'une intuition. C'est que, au fond, les politiques doivent trouver une forme. Pourquoi Greta Thunberg a convaincu ? Pourquoi tout d'un coup, elle arrive comme un ovni sur la scène politique, elle n'est rien et elle va finalement arriver à convaincre sur des sujets sur lesquels des centaines et des centaines de personnes avaient déjà alerté sur la question du climat et du péril écologique. Eh bien parce que je pense qu'elle arrive intuitivement à trouver une forme à un discours qui est toujours le même, elle le dit, c'est le discours du GIEC, sans plus, sauf qu'elle le dit avec une certaine façon, avec une certaine émotion, avec son physique, avec sa jeunesse, avec son art aussi de provoquer, de pleurer, de crier, de mettre à l'épreuve en fait les adultes. Elle ne va pas voir les montagnes, elle va aller... comme on le sait, en Pologne, quand elle arrive en 2018, elle est complètement sans véritable réseau, sans parti politique à prendre parler. Donc je crois qu'elle convainc par la forme. D'une certaine manière, je crois qu'elle agit comme une performeuse. Elle appartient à une famille d'artistes, Greta. Et donc, ça m'a amené à avoir une réflexion plus large. J'aurais pu le faire, ça aurait été beaucoup moins sympathique avec Donald Trump, qui ne convainc pas par son discours, et pour cause. Il n'y a pas de discours très structuré, vous en conviendrez. Mais c'est la forme qui fonctionne. Et donc, je pense que la politique devient aussi une histoire de forme et une histoire donc d'histoire de l'art. Je vais vous faire réagir sur Cédric, sur votre voisin. L'esthétique de Cédric est singulière. Comment, selon vous, fait-elle passer le message politique ? Moi, j'aime bien les romantiques. Alors, évidemment, Cédric est pour moi une sorte de représentant. Et c'est très agréable parce que j'aime bien mélanger tous les temps, mes amis, comme chez tous les historiens. Et les historiennes sont plutôt dans le passé et dans l'avenir que dans le présent. Et donc, je retrouve quelqu'un qui me rappelle un peu Paul d'Arc ou... un personnage comme ça du XVIIIe siècle et qui est complètement de notre époque aussi parce qu'il travaille sur l'intelligence artificielle et il comprend des choses que j'ai moi-même du mal à comprendre alors que je sais que ce sont les choses qu'il faut que je comprenne aujourd'hui et demain. Cédric, est-ce que vous-même êtes conscient que votre esthétique parfois favorise la transmission de votre message et parfois peut-être l'entrave ? Totalement. D'abord, je vais revenir sur Greta, qui est une de mes héroïnes personnelles et selon moi l'une des personnalités qui ont eu le plus d'influence dans les dernières années sur l'action politique en matière publique, en matière d'écologie. Je pense pour l'élection européenne 2019, elle a fait, à elle seule, son action relayée par beaucoup a contribué à modifier le résultat des élections. Je suis tout à fait d'accord aussi avec le fait que Trump est hélas un génie de la communication et de la mise en scène artistique, l'utilise pour les plus sombres desseins. À lui seul, c'est une menace pour l'humanité. Je vous invite à revoir d'ailleurs la passe d'armes entre Greta et Donald, avec la fois où Donald avait taclé Greta et la revanche qu'a prise Greta sur Twitter quand ça s'appelait encore comme ça quelques années plus tard. Savoureux. Et maintenant, pour revenir à l'apparence, oui, il y a comme un exhausteur de goût, si vous voulez, ça rajoute quelque chose. Parfois c'est positif, parfois c'est négatif. Ça dépend du cercle, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de paramètres. Il y a un effet que les psychologues connaissent, je ne sais plus comment ils disent, l'effet des chaussures rouges ou quelque chose comme ça. Si vous avez quelqu'un qui
dans une certaine, est connu pour une certaine sphère professionnelle et a une excentricité particulière. Quand il n'a pas fait ses preuves, c'est plutôt un handicap. Quand il a fait ses preuves, c'est un avantage au sens où, quand on l'évalue, on lui attribue volontiers une valeur supérieure à celle qu'il a, si on peut dire objectivement. Le raisonnement inconscient étant « Ah, si ce gars-là a réussi à accéder à ce niveau de compétence malgré son excentricité, c'est qu'il doit être vraiment bon. » Il y a un truc comme ça, je crois que c'est l'effet basket rouge, quelque chose comme ça. Vous trouvez ça dans l'excellent bouquin de Sibony, par exemple, sur les biais cognitifs, dans la lignée de Dan Kahneman qui était cité ce matin. Et je suis sûr, pour le coup, j'ai eu droit à tout. Il y a des gens qui se sont dit, si ce gars-là, habillé comme ça, a réussi à décrocher la super récompense mathématique, c'est qu'il doit être vraiment bon. En vrai, dans la sphère mathématique, ça joue peu, ce genre de choses. Vous savez, il y a de l'excentricité un peu partout, distribuée. Les gens voient arriver quelqu'un avec son araignée, ils disent, bon, ok, un autre, et tout. C'est pas de la folie, ce sont des petites excentricités qui mettent de la poésie. Mais pour la sphère extérieure, à coup sûr, il y a eu des effets comme ça. Et dans l'autre sens aussi, des gens qui se sont dit, mais ce gars-là est ridicule, comment peut-on le prendre au sérieux? Ça joue dans un sens, ça joue dans l'autre. Par le passé, l'œuvre des artistes a puissamment compté dans les débats politiques et à plusieurs mains avec Cédric, avec également Laurent Berger. J'ai publié il y a 3 ans un livre sur Jean Ferrat. Et vous me disiez, Laurence, quand on préparait le débat, que la parole de Ferrat a sans doute plus pesé que les politiques pour les causes qu'il défendait. Je pense bien sûr à sa condamnation du régime soviétique. Aujourd'hui, quelle est la capacité réelle des artistes à peser sur les enjeux politiques ? Alors, je dis beaucoup de bêtises aussi, surtout quand on prépare un débat. Non, je pense que c'est difficile de mesurer, en fait, en quoi Ferrat a pu peser sur les mentalités. En fait, nous qui essayons de travailler avec le passé, avec les mentalités du passé, de retrouver ces mentalités du passé. C'est pas une science exacte, l'histoire, et c'est difficile de savoir ce que pensent les gens. Peut-être heureusement d'ailleurs. Donc, je sais pas. C'est comme en peinture, c'est comme au théâtre, c'est dans n'importe quel art, disons, une chanson de Ferrat, admettons. D'abord, c'est Ferrat, c'est pas n'importe qui. Enfin, il est déjà connu pour Mon Dieu, que la montagne est belle, etc. Et quand il chante contre son propre camp, en plus, enfin, il a été stalinien quand même, Ferrat, à un moment donné. Et puis, il voit que dans son propre camp, il y a quelque chose qui va pas, et il le dit, et il en fait une forme. Et c'est magnifique. Oui, je crois que ça a dû déstabiliser quand même au moins les amateurs de Ferrat. Et au cœur même du Parti communiste, c'est un peu comme quand Picasso fait le portrait de Staline, il le ridiculise en fait. Et les membres du Parti communiste français s'en rendent bien compte. Enfin, mais aujourd'hui, vous trouvez que l'acte politique, l'action politique des artistes, elle rayonne, elle pèse, elle est visible, elle est palpable, elle influence ou pas? On peut pas, c'est pas noir et blanc évidemment, mais est-ce que vous trouvez qu'elle est très présente ou malheureusement peut-être pas suffisamment? Dans un monde où tout le monde s'exprime, disons, tout le monde est un artiste ou à sa façon, tout le monde essaie de créer des formes, mais ceux et celles qui sont plus connus, oui, je pense que quand des personnalités, disons, charismatiques commencent à dire quelque chose sur le terrain du politique, ça marque davantage que même un homme ou une femme politique classique, disons. Je crois. Je me souviens même il faudrait retrouver ça, mais il y a eu des pétitions de cinéastes contre des lois, etc. Et comme par hasard, c'était des artistes qui démarraient. Je me souviens, c'était une loi qui consistait, dès qu'on avait un ami étranger qui arrivait chez vous, il fallait aller au commissariat le déclarer. Bon, et c'était il y a 100 ans, enfin presque, ça paraît loin, mais en fait, c'était très intéressant. Tout d'un coup, les cinéastes ont dit non. Ils ont fait une pétition. Et tout le monde a fait une pétition. Toutes les catégories sociales se sont mis à pétitionner. Et la loi qui n'était pas encore passée a été retirée, vous voyez, et c'est les artistes qui ont commencé. Souvent, les artistes, ils ont quand même
ils perçoivent des choses, ils sont perceptifs, ils comprennent au quart de tour ce que peut-être les autres comprennent un peu plus lentement. Et Cédric, oui, justement, souvent on dit, ou on a dit, et notamment dans les années 80, quand les artistes étaient très engagés politiquement, on disait tout le temps, un artiste est de gauche. Être artiste, c'est être de gauche. Vous qui avez été député, qui avez vécu au milieu des arcanes politiques du pouvoir législatif exécutif, est-ce qu'on peut faire une traduction politique de ces convictions artistiques ou de ces engagements artistiques? En premier, et je vais encore avoir l'esprit d'escalier, et revenir un petit peu à ce que vous disiez, Ferrat, comme Boris Vian, comme Jacques de Broncard, comme Catherine Ribeiro, a été à un moment censuré, avec des chansons interdites, en l'occurrence Ma France. Par définition, ou plutôt par preuve, par contraposé, si votre chanson se fait censurer par le pouvoir politique, c'est bien qu'il y a un impact et que le pouvoir politique craint votre chanson. Et donc, incontestablement, il y avait là quelque chose qui avait de l'influence et qui avait le pouvoir de faire bouger. Ensuite, rappelez-vous, cet été, ça a été quoi le plus vif débat autour de l'écologie politique qu'on a eu en France? Je ne dis pas qu'il a été vif pour de bonnes raisons, mais ça a été quoi celui qui a plus occupé les journaux, les radios? Ça a été l'invitation d'un certain rappeur dans une certaine... Vous vous souvenez? À l'université d'été. À l'université d'été, d'une formation politique qui m'est chère. Et bon sang, on avait l'impression que c'était le sujet énorme, phénoménal, quand ça se mêlait de politique. Quand le même rappeur était invité à l'école normale supérieure pour des conférences, personne ne s'offusquait. Si, quelques-uns ici et là, mais ça ne prenait pas du tout une telle ampleur. Quand il était invité ici, dans un contexte politique, ça prenait une ampleur considérable, quitte à occulter tout le reste. Et puis après, par rapport aux questions de gauche et de droite, rappelez-vous qu'il y a eu presque en même temps le gros feuilleton de l'été, le match entre Juliette Armanet et Michel Sardou, et la grande question de savoir dans quelle mesure la chanson est de gauche, de droite, l'artiste de gauche, de droite, etc. Ça, c'est pour dire que quand on mêle artiste et politique, tout de suite, ça fait réagir, ça enflamme. Il y a un cocktail qui allume quelque chose, qui attire l'attention et qui provoque des débats enflammés. Et là, on voit que l'art a du pouvoir et de l'implication, évidemment, en politique. Alors, je ne crois pas qu'un artiste soit nécessairement de gauche, même s'il y a toujours une dimension transgressive à gauche, mais ça arrive aussi qu'il y ait des personnalités de droite qui soient dans la transgression, dans la provocation. Tout à l'heure, nous parlions d'un génie du mal qui en ce moment est candidat à la primaire aux élections américaines et qui est un génie de la mise en scène artistique aussi, à sa façon, et qui incontestablement n'est pas un gauchiste. Laurence, ça vous inspire quoi, cette question politique partisane, en fait, de la création, de l'engagement artistique? Oui, non, je crois que, honnêtement, peut-être que on aimerait bien qu'ils soient là où on est soi-même, mais en réalité, non, ils sont surtout du côté de la liberté, parce qu'il y a même des artistes, par exemple, je prends un artiste comme Degas au 19e siècle, il est antisémite, il est misogyne, il est épouvantable, et c'est lui qui va montrer le mieux la condition, par exemple, des femmes et la violence des femmes et des hommes, des rapports entre les hommes et les femmes, alors qu'il est vraiment dans la vie un type abominable. Sauf que, précisément, peut-être il sait de quoi il parle, si je puis dire, ou ce qu'il pense, ou son inconscient est tellement pervers qu'il arrive à le déposer sur des scènes de bordel, par exemple, qui vont beaucoup tellement plaire à Picasso qu'il va acheter ces œuvres-là. Donc, je me méfie beaucoup de penser qu'un artiste qui penserait bien fait une œuvre formidable ou qui penserait... il faut vraiment se méfier parce qu'il fonctionne, disons, avec un conscient, une conscience, une culture, mais aussi un inconscient. Ce qu'on a du mal aujourd'hui à digérer, je trouve. Or, on n'est pas rationnellement pur, et les artistes ne sont pas rationnellement purs. Est-ce que vous avez l'impression que les étudiants qui suivent les cours d'histoire de l'art ou d'art, tout simplement, notamment à Sciences Po, et qui après se destinent à devenir des acteurs politiques,
est-ce qu'ils seront peut-être un petit peu différents des autres? Et la question, je la pose également à Cédric, les acteurs politiques, les professionnels de la politique, particulièrement sensibles à la création artistique, sont-ils un petit peu différents des autres? Honnêtement, ça saute pas aux yeux de fréquenter si vous fréquentez la classe politique, il y a un profil particulier. On a beaucoup qui sont sensibles à l'art sur des domaines très variés. Vous en avez qui sont sensibles au spectacle vivant et tout ce que ça peut apporter de contact humain. Vous en avez qui aiment bien les grandes galeries ou qui font collection ou qui fréquentent les milieux des collectionneurs d'art. Vous avez beaucoup de monde sensible à l'art. Ça ne veut pas forcément dire beaucoup de monde prêt à prendre des risques sur les questions artistiques. Mais savoir si le politique a une grande sensibilité artistique et différent des autres, je ne sais pas. On peut se demander, est-ce qu'il y a des professionnels quand des professionnels de l'art passent en politique? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors, ici, pour revenir encore sur ce ancien président diabolique, se souvenir qu'avant de faire sa carrière politique, c'était une star de la télévision. Télé-réalité, qui sait quoi, Donald Trump était déjà une personnalité médiatique extrêmement importante. Se souvenir qu'un des terribles présidents de la République américaine qu'il y a eu précédemment, dans les années 80, était un ancien acteur. Extrêmement populaire, malgré une politique américaine terrifiante, la mise en place de la guerre des étoiles qui a été une chose abominable et tout ce qu'on veut. Et ici, on voit... comme ce qui est artiste, comme ce qui est culturel, c'est ce qui parle aux gens souvent, parfois certains arrivent à faire la bascule, à entraîner avec eux en politique quelque chose d'extrêmement fort, et parfois c'est très dangereux. Parfois c'est pour le bien. L'autre exemple, c'est Volodymyr Zelensky, qui est un acteur, qui est une superstar parce qu'il incarne dans une série justement un politique amateur anticorruption et qui se fait élire triomphalement ensuite précisément comme politique professionnelle. Être un artiste, c'est être un résistant aussi parfois. Et Zelensky, on le voit bien justement, la manière dont il montre sa capacité à être un résistant alors qu'il était justement un artiste. Absolument. Laurence, si demain, bon, je suis un petit peu trop vieux pour ça, mais si demain je décide de faire Sciences Po, si je suis des cours de l'art, à quoi ça va me servir finalement? Et que je me destine à devenir un professionnel de la politique, est-ce que je repose ma question, est-ce que je serai un petit peu différent? Est-ce que je risque peut-être, ou j'espère, être un petit peu différent des autres? En quoi serait-il utile que je suive des cours d'histoire de l'art ou de création artistique à Sciences Po? D'abord, vous pouvez faire Sciences Po. Oui, je sais. Si vous enfin. voulez. On vous accueille. Et non, je pense que ça amène, ça sert à tout, et ça sert surtout peut-être à comprendre le monde des formes et pas seulement du texte. Pourquoi on a voulu qu'il y ait, même à l'examen d'entrée, maintenant on étudie une image, parce qu'on vit dans un pays qui est un pays qui adore le texte et qui ne comprend pas qu'on est maintenant entouré de messages, mais par l'image. Donc on a envie à Sciences Po de devenir aussi une école du regard, pas seulement de l'intelligence du texte. Donc je crois que déjà ça amène ce savoir-là, parce que c'est compliqué, les images. Elles peuvent mentir, elles sont parfois très simplistes, mais parfois c'est justement c'est complexe, c'est aussi complexe qu'un texte, sinon plus, et c'est trompeur aussi, attention. Donc, et puis ça amène le sens peut-être de la sensibilité, de l'émotion. C'est-à-dire que ce qui peut être justement ce qui manque à notre façon de décrypter le monde, c'est de croire que les choses sont toutes rationnelles. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, beaucoup de sensationnel. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, comprendre, et c'est ce qu'on essaie aussi d'apprendre à Sciences Po. Alors, entre parenthèses, Sciences Po n'est pas fait seulement pour former des hommes et des femmes politiques. Bien en sûr, fait, il y en a une minorité. C'est vrai qu'Angela Merkel, quand elle est venue l'autre jour pour son honoris causa, donc son doctorat honoris causa, a dit, mais alors finalement, tous les présidents que j'ai connus ont fait Sciences Po. Oui, c'est vrai. Mais en revanche, il y a beaucoup de gens qui
qui ne vont pas faire de la politique. Enfin, si, ils vont faire de la politique, mais dans les entreprises ou J'aimerais qu'on projette là une image, l'image d'une œuvre d'art qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. Avant que vous y alliez, Ouais. je vais en rajouter encore une. Non, ce n'est pas celle-ci, c'est pas cette image-là. Voilà. Ah oui, oulala. Alors, Voilà. avant qu'on aille là-dessus, Ouais. une petite caricature. Je voudrais insister sur la façon dont un artiste peut mettre en message, en caricature, quelque chose de fort dans la sphère politique. Voici une petite caricature que j'ai, sans savoir qui l'avait faite ou dans quel journal c'était paru, j'ai pu la retrouver avec quelques mots-clés dans un moteur de recherche. C'est une caricature qui parle de Greta Thunberg et qui est bien sentie. On la voit en 3 panels. Premier panel, le GIEC tire la sonnette d'alarme auprès des élus. Et vous voyez le scientifique qui arrive avec son panneau urgence écologie et un décideur avec cravate, costume sombre qui dit là, j'écoute pas. Deuxième panel, 15 000 scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Et vous voyez la même scientifique qui arrive en blouse blanche avec son panneau urgence écologie et l'élu qui dit là, j'écoute pas. Troisième panel, Greta Thunberg vient alerter. Et là, on voit l'élu très énervé qui crie « C'est une gosse, faites venir de vrais spécialistes !» Et ici, vous avez résumé en une image exactement ce qu'on a vu pendant des années. La rhétorique, en particulier dans les partis de droite, face à Greta Thunberg, ça a été « C'est une enfant, vous êtes des fous, c'est une irrationnelle ». Écoutez plutôt les scientifiques, les mêmes qui, pendant des années, refusaient d'écouter les scientifiques. Je me souviens d'un de mes collègues LR, Greta Thunberg, était venue à l'Assemblée nationale. Elle avait fait un discours devant les députés, les sénateurs qui étaient venus, devant les députés qui étaient venus. À ses côtés, Valérie Masson-Delmotte. Et Greta Thunberg fait son discours et passe la parole à Valérie Masson-Delmotte, en train de dire, voilà, écoutez la voix du GIEC, etc., etc. Le collègue Les Républicains, qui lui n'a pas assisté à l'exposé, va bien sûr publier illico une tribune dans un journal réactionnaire en expliquant quelle folie de vouloir écouter, faire confiance à une ado déséquilibrée plutôt que d'écouter la voix rationnelle des scientifiques. Vous voyez toute l'hypocrisie qui est là, bien capturée ici dans cette petite caricature. Alors, on va remontrer l'image de cette... voilà, c'était en mars dernier, la députée RN, justement, Caroline Parmentier, exigeait le retrait de cette œuvre de Myriam Khan, qui était exposée au Palais de Tokyo, l'assimilant à un encouragement à la pédocriminalité. 2 mois plus tard, d'ailleurs, la toile était vandalisée. Ce type de clash n'est pas nouveau, mais il est devenu fréquent et surtout très visible via les réseaux sociaux. Et cela au nom d'une morale et d'une idéologie politique censée dicter ce qui peut être présenté et ce qui doit être soustrait. Faut-il protéger la création artistique de toute injonction morale ou faut-il accepter que des situations, mais alors lesquelles, motivent un arbitrage moral? En d'autres termes, la morale a-t-elle sa place lorsque nous devons évaluer la qualité, l'utilité ou la liberté d'une œuvre? Laurence. La morale, c'est vraiment les codes de conduite, c'est le bien, le mal. Or, je crois qu'un artiste, en fait, il a ça de plus que les autres, c'est qu'il s'intéresse au bien et au mal sans trancher. C'est lui qui nous libère justement d'avoir à trancher, si je puis dire. On n'a pas des inconscients forcément iréniques et gentils. Et depuis la nuit des temps, depuis que les humains ont dessiné des animaux qui leur faisaient peur dans les grottes, je pense les artistes disent nos fantasmes, nos terreurs. C'est comme les contes de fées. C'est fait pour nous délivrer de la tragédie dans la réalité. Je pense que s'il n'y a pas ça, les fusils sont dans la rue et la violence est dans la réalité. Donc il faut choisir. On aura un art moral, comme dans certains pays. On peut dire par exemple qu'il faut un art optimiste, ou pas sexuel, ou que sais-je. Très bien. Alors, où va l'inconscient,
il a plus de place pour s'exprimer. C'est le principe même de la tragédie grecque, c'était ça. Donc c'est très dangereux et très inquiétant, je trouve. Ça a toujours existé, en effet, et peut-être pire que la censure, c'est l'autocensure qui est très inquiétante. Et pour avoir travaillé sur la période de Vichy et du nazisme, ce qui fonctionnait beaucoup mieux que la censure encore, c'était l'autocensure. Les Français n'ont pas attendu les nazis pour légiférer, pour censurer, s'auto-censurer, pour finalement aller au-delà et au-devant des directives nazies, vous voyez, donc c'est très très dangereux tout ça. Cédric, vous avez une position politique et tranchée sur justement la place de la morale dans le rapport à l'art. Il est légitime à l'art d'assumer, de choquer, d'aller contre la morale. Un artiste est là aussi pour bousculer, pour montrer des choses qui ne sont pas choquantes, qui sont choquantes. Un artiste n'a pas le droit d'aller contre la loi, bien sûr. Si l'œuvre incite à la haine, incite à la pédocriminalité ou ce que vous voulez, évidemment, elle peut tomber sous le coup de telle ou telle loi. Et dans ce cas, elle devra être retirée. Si l'œuvre vient choquer en allant contre la morale, si c'est une œuvre qui montre parce qu'elle veut dénoncer, elle est légitime. Ici, dans l'œuvre qui nous occupe, on avait clairement une œuvre qui montre pour dénoncer et qui veut sortir d'une hypocrisie dans un contexte où il y a eu récemment des histoires considérables de pédocriminalité, et puis il y a eu la commission Sauvé, et puis il y a eu beaucoup de choses qui ont mis ce thème à juste titre dans le débat public. Et donc là, en l'occurrence, selon moi, l'œuvre était légitime. Parfois, le débat, quand on le creuse, et honnêtement, peut être très subtil. Si vous avez suivi la polémique à tiroir de Bastien Vivès il y a quelque temps, où pour trancher la question, si on voulait, j'étais pas en responsabilité, j'avais pas tranché, mais on voyait bien, s'il fallait trancher, il fallait à la fois voir le texte, le contexte, les messages sur forum de Bastien Vivès, ces insultes faites dans tel ou tel contexte, et à la fin, pour voir que, en l'occurrence, sur ce dossier, il avait tort. Pas sur la base de l'œuvre seulement, mais sur la base de l'ensemble de ce qui allait avec. Ce qui est très différent. Justement, on peut déporter le sujet de l'œuvre vers l'artiste. Aujourd'hui, on voit des pressions qui sont exercées pour obtenir l'annulation de programmation parce que l'artiste a eu des comportements, avérés ou non d'ailleurs, inappropriés, inacceptables, voire délictueux, criminels. Et ça pose donc la question de l'éthique de l'art. Lorsque je regarde une œuvre, dois-je intégrer dans mon processus émotionnel, dans ma rencontre avec l'œuvre, ce qui peut disqualifier moralement l'artiste ? Ou puis-je, et même dois-je, créer une scission totale entre l'œuvre et celui qui en est l'auteur? On ne le fait pas, en fait, on mélange tout. Le cerveau mélange tout. Après, mais il ne faudrait pas, peut-être. Après, il organise. Ben oui, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'il ne faut pas, mais qu'on fait devant une œuvre d'art. En fait, on n'est pas très savant au début. On reçoit quelque chose, surtout les images. On sait que, en fait, elles vous pénètrent beaucoup plus vite et fortement qu'un texte, par exemple. Vous mettez sur un mur un texte et une image, vous êtes sûr que n'importe quel texte, le plus beau texte du monde, et la pire image, c'est l'image qui va triompher. C'est comme ça. Donc, on ne veut pas, mais on mélange tout. Alors, peut-être que quelqu'un qui sait quel est l'auteur et qui a une idée de l'auteur va mélanger. Mais dans un premier temps, c'est l'image qui va frapper, qui va dominer. Donc, je crois qu'il faut faire attention aussi à criminaliser, disons, l'auteur. L'auteur, il peut être un criminel et il doit être, disons, jugé comme un criminel, comme n'importe quel citoyen. Un artiste n'est pas au-dessus des lois communes, que les choses soient claires. Mais quant à son œuvre, il faut être quand même très vigilant sur le fait que on a eu beaucoup dans les pays totalitaires, disons, à la fois des écrivains, des artistes qui ont été arrêtés et dont l'œuvre a été censurée parce qu'ils étaient criminalisés politiquement, par exemple. Donc il faut vraiment... comme vous dites, ça peut être très intéressant, Cédric, c'est vrai, à certains moments, parce que ça permet au moins de discuter d'une œuvre, de savoir comment elle est fabriquée, comment elle est reçue, etc. Mais il faut pas sans arrêt, disons,
essayer de criminaliser les artistes parce qu'ils sortent de la morale commune, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Voilà, c'est juste ça sur lequel je mettrai en garde. Et après, le débat, il peut aller loin. Dans certaines situations, il paraîtra ridicule. Par exemple, doit-on regarder la théorie extraordinaire, théorie de la relativité générale, qui est un monument scientifique mais aussi artistique par sa beauté, sa cohérence intérieure, sa façon de mettre les éléments ensemble, de répondre à des questions, etc. Quand on sait que Einstein a été un salopard avec sa première femme Mileva, que ça a été un père indigne par certains côtés, est-ce qu'il faut apporter un jugement dessus ou pas, ou quoi? Vous voyez le genre d'absurdité dans lequel ça peut paraître, parce qu'on a habitué que justement une théorie scientifique, on se l'approprie, on la détache de son auteur. Ben, en un sens, une œuvre artistique, elle va aussi acquérir sa vie dans le cerveau des personnes. Théorie politique aussi. Tout à l'heure, vous parliez de deux gars qui étaient racistes ou misogynes, c'était quoi? Très misogyne et puis par ailleurs politiquement antisémite. Celui que je ne savais pas, mais qu'un collègue activiste indien m'a expliqué récemment en pointant les références, c'était que Gandhi était au fond de lui réellement raciste. Convaincu qu'il y avait des inégalités entre les races. Au début, il protestait contre le fait que les Indiens étaient mis au même rang que les Africains, alors qu'il aurait fallu une colonne séparée pour eux dans les queues ou les choses comme ça, et montrant des textes aussi dans lesquels, sans conteste, il affirme une vision raciste. Pour autant, on ne va pour autant rejeter la vision colonialiste et de paix qu'a incarné et défendu avec un grand talent Gandhi, et à des fins qui ont été extrêmement positives. Je voudrais qu'on projette une photo là, de Bernard Arnault et Emmanuel Macron pour parler de mécénat. François Pinault et Bernard Arnault sont présents sur tout ou partie de la chaîne de valorisation de l'art, fondation dédiée, lieux exceptionnels d'exposition, la fondation LVMH justement qui héberge justement, qui accueille cette image, l'ex-bourse du commerce de Paris, le Palazzo Grassi et la Punta de Gana à Venise pour François Pinault, des prestigieuses maisons de vente aux enchères, notamment Christie's pour Pinault, des galeries d'art, et tout ça en lien concret avec les activités de luxe qui sont le cœur de métier de LVMH et de Kering. Et j'ajouterai à ça la dernière acquisition très récente d'Artemis, la holding de la famille Pinault, il y a quelques semaines donc, CAA, l'une des plus puissantes agences d'artistes au monde, qui était valorisée 7 milliards de dollars. CAA apporte à tous nos autres actifs une diversité accrue en termes de présence géographique et d'activité, a d'ailleurs indiqué François-Henri Pinault. C'est parfaitement clair, l'art est devenu une clé de voûte des business models. Tout le monde ou presque applaudit, à commencer par les établissements culturels qui trouvent là aussi des moyens de financer ce qu'ils ne trouvent plus dans le domaine public. Faut-il se féliciter aveuglément de ce philanthrocapitalisme? Laurence? Je crois que les philanthrocapitalistes ont remplacé, si je puis dire, les mécènes de la Renaissance, les princes, les rois. Est-ce qu'il valait mieux dépendre d'un roi ou d'un prince, ou est-ce qu'il vaut mieux dépendre de Pinault ou d'Arnault? Je ne sais pas. Il faut demander aux artistes ce qu'ils en pensent. Mais ce que je constate simplement, c'est peut-être que ce qu'on pourrait demander, disons, à ces philanthropes capitalistes, ce qu'en tout cas j'aimerais leur demander, c'est que comme ils ont des moyens qui sont très importants, il faut qu'ils fassent des choses extraordinaires. Pas qu'ils essaient de faire un peu plus de business, justement, parce que ça, ils le font par ailleurs, mais que, du point de vue artistique et culturel, ils soient vraiment à la pointe de la pointe et qui nous présentent des choses, des propositions à la fois artistiques, mais intellectuelles aussi, qui soient vraiment époustouflantes. Voilà. Je trouve que c'est le programme qu'il faudrait quand même exiger. Parce que si c'est juste pour faire plus de business ou faire des expositions un peu faciles, ou spéculer sur la valeur des artistes qu'ils soutiennent. Ce qui n'est pas forcément le cas. On peut pas. Il faudrait voir chaque exposition, chaque artiste, chaque passion chez ces deux capitalistes que vous citez, qui sont pas exactement les mêmes, etc. Mais
ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que je trouve qu'ils ont une responsabilité, disons, il me semble, devant la société, d'être époustouflants. Voilà. Si c'est juste pour ajouter quelque chose à des marques, c'est un peu dommage, je trouve. Cédric, comment vous réagissez? Complètement en phase. Dans l'histoire de l'art, de toute façon, ça arrive régulièrement qu'il y ait des artistes qui ne puissent émerger que parce qu'ils ont un protecteur, un mécène. D'ailleurs, on le voit dans certaines dédicaces où c'est telle œuvre musicale, telle œuvre va être dédiée avec une dédicace extrêmement servile qui va chanter les louanges du protecteur. Eh bien, quelque part, la société y trouve son compte. Et ça fait partie du rôle de ces très grandes puissances que d'arriver à faire quelque chose qui sort de manière qu'on puisse dire, s'il n'y avait pas tel ou tel mécène, eh bien, nous aurions une offre artistique moins bonne. Telle exposition serait impossible. Tel artiste n'aurait pas pu émerger, et ainsi de suite. L'art, l'écriture, la littérature est un art et le marché français du livre est en ébullition avec l'acquisition d'Hachette, 3e éditeur mondial par Vincent Bolloré, et concomitamment la scission d'Editis. La question se pose aussi pour ces médias puisqu'ils financent et programment des créations, des fictions. Nous en avons longuement parlé il y a 1 an ici même sur cette scène avec l'économiste Julia Cagé et l'éditrice Sabine Vespizer. Lorsque la puissance économique et les motivations idéologiques se confondent, convergent, ne font qu'un. À quoi doit-on s'attendre? C'est pas bon. Ça veut dire qu'on s'est attendu. On a eu par exemple la extraordinaire campagne de promotion il n'y a pas longtemps pour un certain bouquin sur Dieu et la science qu'on voyait partout, écrit par un Bolloré, le frère de celui que vous citiez à l'instant, et puis comment il s'appelle, Bonailly. Le bouquin est très mauvais, je le dis en espérant ne pas choquer des personnes qui peuvent de bonne foi l'avoir trouvé passionnant, et j'en connais, j'en ai eu dans mon entourage. Quand on l'analyse avec le regard d'un scientifique, avec un peu d'épistémologie, un peu de philosophie, on voit que le bouquin est très mauvais. Mais il a bénéficié d'une puissance de promotion à travers les relais médiatiques de l'Empire Bolloré considérable. Deuxième exemple, c'était il n'y a pas longtemps, la censure du dictionnaire de Guillaume Meurice et je ne sais plus qui était la co-autrice. En tout cas, je me souviens surtout de Guillaume Meurice, parce que c'est lui qui avait été effectivement la cible numéro 1. Voilà, qui était, je crois que c'était pas un cas de censure, mais plutôt d'autocensure, genre que la maison d'édition ne s'est pas sentie prête à garder une certaine phrase qui critiquait Vincent Bolloré, et donc a demandé que ce soit retiré, supprimé. Ça a fini par aboutir d'abord en faisant une extraordinaire publicité au bouquin en question et qui a atterri chez une autre maison d'édition. Bon, mais où on voit ici que ces concentrations qui mélangent idéologie et pouvoir artistiques, culturels et financiers aboutissent à des dangers. Dans l'histoire de l'art, Laurence, ce qu'on évoque aujourd'hui avec l'Empire Bolloré a quasiment toujours existé. Lorsque justement l'idéologie se retrouve ligotée main dans la main avec le pouvoir, notamment politique, ça c'est pas nouveau. Enfin, en revanche, là, on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez singulier quand même. Oui, parce que là, on est dans le domaine, disons, justement, d'un capitalisme très actif, qui a les formes que nous connaissons depuis un certain nombre d'années, mais c'est quand même assez récent, disons, cette accointance-là. Je crois que, en général, quand il y a concentration, quand il y a consanguinité, c'est toujours mauvais. C'est mauvais pour les espèces de livres, les espèces de pensée, les espèces d'êtres, c'est toujours mauvais la concentration. C'est ça, au fond, qu'il faut déplorer, c'est le manque de diversité. Je crois que c'est moins, disons, les personnes, finalement, bon, ce serait d'autres personnes, ce serait aussi un problème. Ce qui m'inquiète toujours, c'est quand des choses disparaissent. Enfin, je suis un peu comme Lévi-Strauss, dès que quelque chose disparaît, ça m'inquiète. Or, forcément, s'il y a concentration, il faut bien comprendre qu'en général, il y a vraiment impossibilité pour les petits, pour les moyens, de résister, c'est-à-dire tout simplement d'exister. Donc, si c'est la concentration au détriment du reste, c'est une catastrophe pour le domaine de la pensée et de l'art.
J'aimerais qu'on projette une image où on voit Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayed. Voilà. Abu Dhabi et plus globalement les Émirats arabes unis, mais aussi bien sûr maintenant le Qatar, l'Arabie saoudite, exploitent de plus en plus le filon de la culture pour développer leur attractivité et en faire aussi un levier diplomatique. Ils ont en commun tous une pratique des droits humains déplorable. Quand il s'agit de financer des établissements culturels français dans ces pays, je pense bien sûr au Louvre d'Abu Dhabi, quand il s'agit de délocaliser des expositions françaises vers ces pays, et dans des pays comme l'Arabie saoudite, qui a, rappelons-le, commandité l'assassinat de son opposant Khashoggi, l'argent n'a pas d'odeur. Cédric, c'est un problème. Il faut quand même nous rappeler qu'à un moment, notamment dans le domaine de l'art, le financement de l'art, l'argent a peut-être particulièrement une odeur. Moi, je suis encore plus dérangé par le fait qu'on vende des armes pour des milliards à l'Arabie saoudite que par le fait qu'on exporte des tableaux. Mais là, nous parlons d'art. Ouais, mais au moins le tableau, ici, il y a quelque chose de dérangeant, mais c'est honnêtement beaucoup moins dérangeant que d'autres pratiques qu'on peut avoir avec l'Arabie saoudite. Et effectivement, l'Arabie saoudite, il faut le dire clairement, le prince MBS est un criminel. L'opposant Khashoggi n'a pas seulement été assassiné, il a été torturé de la pire des façons. Et la France a aussi en projet avec l'Arabie saoudite de gigantesques projets de développement de nouvelles cités, Neom comme elle s'appelle, et bien d'autres choses. Et franchement, on peut dire pour l'art c'est dérangeant, mais au moins, il s'agit d'apporter quelque chose qui va dans le sens de la culture, du partage. Laurence, vous avez su dire non, vous. C'était en 2014. Écoutez, c'était avec Vladimir Poutine, c'était le musée Pouchkine. Racontez-nous en quelques mots justement ce qui s'est passé. Oui, j'aurais plusieurs exemples où j'ai pu dire non, mais c'est un luxe de pouvoir dire non. J'ai la chance d'être payé par une démocratie. Oui, en fait, on a fait une exposition qui s'appelait Les désastres de la guerre au Louvre-Lens en 2014, qui racontait donc sur 2 siècles la représentation des désastres de la guerre, donc depuis Jéricho et Goya, depuis qu'on vraiment représente les malheurs de la guerre. Ça peut vous étonner, mais ça n'a pas toujours été le cas. La guerre, c'était quelque chose de formidable, ou en tout cas d'héroïque, et qui faisait partie de l'histoire des sociétés. C'est assez récent, finalement, que nous n'aimons pas la guerre. Bref, cette exposition, il y avait une séquence qui s'appelait la guerre de Crimée, 1853-1856. La première guerre de Crimée historique, disons, l'Empire russe contre l'Empire ottoman, l'Empire français, contre le royaume de Sardaigne, contre le Royaume-Uni, fait la guerre et perd la guerre. C'est la première fois qu'on voit des photographies de guerre, qu'on envoie des photographes sur le terrain de la guerre. Bon. Au début de l'exposition, on se disait, personne ne va rien comprendre parce que la Crimée, c'est très loin, on ne sait même pas où c'est sur une carte. Sauf qu'il y a eu la guerre de Crimée, tout d'un coup, pendant l'exposition. Or, il s'est trouvé qu'en effet, un musée russe, le musée Pouchkine, a voulu l'exposition, voulait donc exporter cette exposition. Et évidemment, j'ai dit non, tout simplement parce que le sens de cette exposition, si vous voulez, n'aurait pas du tout été le même en pleine guerre de Crimée, à nouveau d'annexion de la Crimée au mois de juin, si je me souviens bien, 2014. Donc, il y avait quelque chose qui devenait impossible, si vous voulez. Donc, je crois qu'il faut faire attention. C'est du soft power, là. C'est vrai que bon, c'est peut-être moins grave que d'autres commerces, disons, mais c'est du commerce aussi, d'une certaine manière. C'est du commerce entre les humains. Et ça pouvait évidemment être interprété comme une sorte de... Bon. Et j'ai fait une enquête, c'est très intéressant, auprès des gens que je rencontrais. La moitié des gens me disaient il faut y aller. Et puis les autres ne savaient pas, la plupart. Et puis quelques-uns, heureusement, le président du Louvre à l'époque, Jean-Luc Martinez, m'a dit non, on n'y va pas parce qu'effectivement, on va se faire instrumentaliser, forcément, parce que, si vous voulez, l'art, c'est quand même aussi un symbole et c'est très proche, les musées, c'est très proche de l'État. Autant les galeries, tout ça, bon, ça ne dépend pas de l'État, mais autant les musées, c'est beaucoup plus que l'université, même chez nous. C'est très lié, disons, au patrimoine national. Vous voyez, voilà, donc j'ai dit non.
Et je suis assez heureuse d'avoir dit non aujourd'hui. Donc on peut dire non. On peut dire possible non, de dire non. et franchement, c'est pas, le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Simplement, il faut avoir un brin peut-être de sens politique. On revient aux politiques. Solidité. Et une conviction. L'art premier, primitif ou tribal, je ne sais jamais quel terme il faut employer exactement, fait l'objet d'une vive polémique parce que les œuvres sont en Occident, où elles enrichissent parfois les poches des collectionneurs, des spéculateurs. Elles ont été soustraites aux pays d'origine, aux communautés artistiques locales. Que faut-il faire de ces œuvres? À qui appartiennent-ils? Aux propriétaires, aux collectionneurs, ou finalement au pays où elles sont nées, ces œuvres? En tout cas, ce sont des cas d'école historique, c'est-à-dire que ça va vraiment être le moment de réfléchir à l'histoire. Je vous entendais parler de façon très intéressante de notre rapport au passé. Ça devient de plus en plus compliqué parce que comme on est surinformé au présent, déjà on a du mal à stocker, à faire le ménage dans les informations qu'on reçoit au présent. Donc le passé, ça devient presque un luxe de faire de l'histoire, mais il va quand même falloir la faire, l'histoire, parce que la mémoire, ça existe, la mémoire des individus et aussi la mémoire des peuples. Donc qu'on se pose le problème de savoir ce qu'il y a dans les musées. Moi, j'ai été la première à être confrontée aux œuvres qui avaient appartenu à des collectionneurs juifs et qui sont classées MNR aujourd'hui encore. J'en ai présenté un, par exemple, dans l'exposition Les Choses au Louvre, qui depuis a été récupéré par la famille. Donc, ce sont des œuvres qui n'appartenaient pas à l'État français, si vous voulez, qui ont été stockées, disons, mais comme des œuvres qui attendaient leurs propriétaires. Donc, toutes ces œuvres sont des signes du passé, mais sont aussi des signes des humains, sont des œuvres qui appartiennent à des peuples et à des êtres. Donc il faut les respecter comme ça, il faut en faire l'histoire. Et si on doit effectivement, et on l'a déjà fait, les rendre, parce on sait qu'elles ont été effectivement pillées d'une certaine manière, dans des conditions qui sont inhumaine et absolument dommageable pour la justice. Je pense qu'il faut que ça devienne une discussion à l'échelle d'une société, si vous voulez. Il faut qu'on le fasse ensemble. Ce sont des choses qui sont communes. Alors, oui, pardon, Cédric, oui. Ouais, évidemment, à chaque fois examiner en fonction des propriétaires successifs, l'histoire, ainsi de suite. Des fois, on n'arrive pas à démêler, des fois, on y arrive très bien. Il y a un cas d'école qui ne concerne pas de l'art premier, mais qui est emblématique par rapport à la culture européenne, qui s'appelle le Parthénon. Début du 19e siècle, les Britanniques, le gouverneur britannique local à l'époque, démonte la moitié des sculptures du Parthénon et les revend au Royaume-Uni. Elles se retrouvent aujourd'hui exposées au Royaume-Uni. Ça fait plusieurs décennies que c'est revenu à la surface comme une revendication légitime de la Grèce de dire voilà, quelque chose qui est emblématique de notre histoire et d'ailleurs emblématique de tout l'Occident, et ça serait bien, après tout ce que vous nous avez fait subir, y compris jusque dans les périodes de colonisation extrêmement sauvages d'après la Seconde Guerre mondiale de la Grande-Bretagne en Grèce, ça serait bien que vous nous le rendiez. L'UNESCO, les Nations Unies, je pense, l'UNESCO peut-être, l'un des deux en tout cas, a fait une résolution en ce sens. Bien sûr, la Grande-Bretagne s'est assise dessus, comme elle l'a fait pour d'autres éléments d'affaires où j'ai pu participer, comme par exemple le sort de Julian Assange. Et on a ici un cas qui, honnêtement, devrait être résolu. Tout y est. Que font les gouvernements? Ils n'y sont pas. Il est l'heure de conclure, malheureusement. Un dernier mot. Vite. Oui, vas-y, Cédric. Qui fera le pont entre la table ronde de ce matin et celle d'ici. Ce matin, on parlait d'intelligence artificielle. Justement, là, on a parlé d'art. C'était la question politique que je voulais vous poser. Eh bien, je vais vous dire juste une anecdote. C'était il y a presque 30 ans. J'étais tout jeune, poupin. Frais entrée. Je devais être présidente du BDE. Ouais, ça m'est arrivé dans mon jeune temps. À Normal Sup, rue d'Ulm. Et dans cette boom qui était là et dans laquelle on avait invité
les collègues des Arts Déco, je ne vous l'ai pas déjà raconté celle-là. On avait invité les collègues des Arts Déco dans la même rue. Les artistes, ils étaient là et tout. Je me souviens très bien de cette soirée. J'étais assez imbibé, je dois dire. Je retrouve des étudiants des Arts Déco qui étaient là dans la salle de BDTech. Je vois qu'ils avaient fait une caricature de moi sur le mur. J'avais déjà mon costume 3 pièces Lavalière. Je me souviens même, ils avaient marqué un petit slogan qui était sympa. Normal Sup, bravo, Art Déco 0. Et puis, on se met à discuter, ce que vous faites, etc., etc. Ouais, mathématiques, etc. Et ils commencent à me parler des algorithmes de réalité augmentée, des algorithmes de vision. Et ils commencent à m'expliquer que le progrès des algorithmes allait mener la vie démocratique dans une impasse, où on n'arriverait plus à démêler le vrai du faux. Ça serait une ère où la vérité, toute la base de l'information journalistique serait perdue, avec de graves problèmes pour la société. Et moi, je connaissais les algorithmes, mais je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. J'essayais de comprendre. Bon, l'alcool n'aidait pas, mais quand même. Et ils m'ont fait le vrai portrait, c'était il y a presque 30 ans, de ce monde qui allait émerger plus tard, qu'on est en train de vivre maintenant. Ils me l'ont fait, eux, ces étudiants en art, mieux qu'aucun de mes profs de sciences n'a pu me le faire pendant toutes mes années d'études. Ce qui montre bien que, dans bien des cas d'évolution de la société, y compris d'évolution de la société technologique, les artistes sentent les choses éventuellement beaucoup mieux que ceux qui sont à la réalisation. Il faut les écouter, y compris sur le domaine que vous croyez être celui de l'expert. Laurence, pour conclure en un mot, justement, ce monde technologique que décrit Cédric, que vous inspire-t-il, vous, l'amatrice d'art, l'amoureuse d'art, celle qui enseigne l'art? Est-ce que c'est une réjouissance? Est-ce que c'est une motivation? C'est une espérance? Ou c'est parfois davantage, justement, une crainte? Je suis désolé d'avoir cette question binaire, on pourrait passer 3 heures dessus. Mais spontanément, qu'est-ce que ça vous inspire? Quand on a fait en 2018 Artistes et robots au Grand Palais, j'avais peur de faire une exposition technophile, et à la fin, la peur que j'ai eue, tout d'un coup, c'est que nous soyons, nous, déjà des robots, pas les artistes qui utilisent de l'information, effectivement, et qui utilisent de l'intelligence artificielle, parce que eux, ils restent des gens libres. C'est pas parce qu'ils ont changé de technique. Depuis le roi Gourand, on sait que la technique évolue depuis les grottes jusqu'à nos jours, mais ça dépend ce qu'on va en faire. Et je crois que quand je lis des entretiens de Cédric dans la presse, j'ai l'impression que c'est ça que vous dites, c'est qu'on pourra en faire ce que nous, on veut. Mais si nous, on est des robots, c'est foutu. Donc c'est nous qu'il faut observer, c'est pas les robots. Bon, luttons pour ne pas devenir des robots. Merci Laurence et merci Cédric pour ce débat.